Bonjour et bienvenue à Plan A, votre émission hebdomadaire sur les ondes de Télé Culturel Média. Lundi le 1er octobre, grande surprise au Québec, première fois dans l'histoire du Québec, élection d'un gouvernement caquiste où François Legault est devenu Premier ministre. Donc, lutte assez serrée dans plusieurs secteurs, dans plusieurs comtés, entre autres à Laval, à Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, dans Bourget. Malheureusement, Makakoto a perdu le siège de Bourget. Bourget est devenu caquiste. Jean-Martin Haussan, aussi, dans Pointe-aux-Trembles, a perdu son élection. C'est Mme Chantal Rouleau, mairesse de l'arrondissement de Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies, qui est devenue candidate, la nouvelle députée de la CAQ. Bon, c'est sûr que maintenant, François Legault aura beaucoup de pain sur la planche parce que pour former un conseil des ministres, pour respecter l'entièreté des choses, premièrement, la parité dans le conseil des ministres, pour aussi respecter les régions, le sud, le nord, l'est, l'ouest. En tout cas, ça sera un conseil des ministres qui sera un premier grand test pour François Legault. Mais le premier ministre désigné élu commence à parler de légifération en fonction des fonctionnaires qui travaillent pour l'État québécois, entre autres les personnes en autorité, les juges, les policiers, les gens qui sont à l'hôpital. Ça va être super. On va voir, mais la population sera toujours branchée. Donc, c'est sûr que pendant cette élection, on avait tard pour voir qui allait être Premier ministre. On savait que la CAQ avait une avance selon les sondages, mais la plupart des gens étaient un peu surpris de la majorité caquiste, gouvernement majoritaire de la CAQ. Surtout, 20h30 déjà, on annonçait un gouvernement caquiste majoritaire. Les déçus. Jean-François Lisée, dans son arrondissement Bourget, pas Bourget, mais Rosemont plutôt, qu'il a perdu aux dépens de François Marissal. Plusieurs têtes sont tombées. Pierre Moreau est tombé, Monsieur Damour, Jean Damour. Alors, on va voir. Puis aussi Québec solidaire qui a fait une percée comme un des porte-parole a dit, Québec solidaire est un parti à prendre au sérieux. Donc, gouvernement caquiste à Québec majoritaire, les libéraux qui ont pris une espèce de débat, ils sont rendus à une trentaine de députés, et le Parti québécois, malheureusement, qui est devenu bon quatrième à l'Assemblée nationale, comment ça va être fait d'ici là? Le premier ministre Legault, hier, s'était montré très conciliant, très coopératif. Donc, il a un peu baissé les attentes. Mais au moins, on va voir d'ici les prochains jours que sera la législature à Québec. Beaucoup de choses ont été dites au niveau de François Legault. Donc, toutes les promesses faites par la coalition Avenir Québec pendant la campagne électorale, on va vous en donner quelques. Donc, au niveau de la santé, il veut cesser la construction des CHSLD et ainsi construire plutôt les maisons pour les aînés. Donc, les super maisons, comme on dit, réduire les délais pour voir un médecin ou une super infirmière en moins de 36 heures. Un médecin de famille pour tous les Québécois. Puis, il veut bonifier le régime public des soins de la vue pour les jeunes de 17 ans et moins. Au niveau des familles, il veut instaurer l'allocation familiale. Il veut aussi, François Legault voudrait que les Québécois, on commence à avoir des enfants parce qu'il veut donner une allocation à partir du deuxième enfant et ainsi de suite. D'autres choses au niveau des infrastructures, au niveau de l'économie. Il veut sabrer, ça par contre, à voir s'il va le faire, il veut sabrer 1,2 milliard dans les dépenses du gouvernement d'ici son premier mandat. Donc une déclaration d'impôt unique administrée par Québec. Il veut créer un taux unique de taxes scolaires pour tout le Québec en général, donc pas obligé d'être taxé dépendamment du secteur, comme par exemple le Nord n'aura pas une taxation différente du Sud. Au niveau de transport, construction du troisième lien entre l'Est de Québec et Lévis avant 2022. Donc, prolongation de la ligne bleue du métro de Montréal. Question pour savoir est-ce que la ligne rose de Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal, va voir le jour. Bon, ça c'est sûr que ça sera un peu parler entre le gouvernement du Québec et l'administration municipale de Montréal. Côté question environnement aussi, environnement et ressources naturelles, respecter les grands objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Donc, un sujet passionnant qu'on va débattre avec un spécialiste tantôt. Augmenter les exportations d'hydroélectricité. Donc, beaucoup de choses qui attendent le premier ministre du Québec, M. François Legault. Justement, parlant d'environnement,
il y a un parti, entre autres, qui avait parlé d'environnement, c'était Québec solidaire, plus que les autres. Donc, entre autres, nous comprenons que c'est à cause de ça qu'on pourrait dire que Québec solidaire a récolté 7 députés de plus, parce que maintenant, ils sont rendus 10 à l'Assemblée nationale et le Parti québécois en a eu 9. D'où M. Jean-François Lisée, comme je viens de dire, a perdu son siège. Alors, pour parler d'environnement, parce que l'économie, l'environnement, souvent les gens essaient de les distancer, mais l'économie se doit d'avoir un lien avec l'environnement. Pour ce faire, nous avons invité une spécialiste avec nous, une chimiste de formation, ainsi qu'une personne qui connaît ça, parce qu'entre autres, elle a écrit là-dessus, Madame Linda Binet. Madame Linda Binet, bonjour et bienvenue à Point A. Merci beaucoup, Vladimir, de m'avoir invité. C'est très gentil. Et puis, ça me permet d'échanger avec vous concernant ces défis contemporains que nous avons actuellement à relever, soit production et sources d'énergie, les changements climatiques et la pollution de l'air à l'échelle mondiale. Et j'ai écrit ce livre qui, justement, est intitulé avec les mentions que je vous ai dites. 3 défis contemporains, production et sources d'énergie, les changements climatiques et la pollution de l'air à l'échelle mondiale. C'est un livre qui fait le lien entre ces 3 aspects-là, parce qu'il y a vraiment un lien intrinsèque entre ces dimensions. Et ce livre, soit dit en passant, a été reconnu en France. Il a été retenu dans la sélection 2017, catégorie grand public, du prix Roberval en France, qui est chapeauté par un jury à l'Université de Compiègne. Un jury, soit dit en passant, assez sévère, d'après certains professeurs de l'École polytechnique. Et malheureusement, ici au Québec, il n'a pas eu beaucoup de couverture, quoiqu'il y a quand même plus de 200 exemplaires qui circulent, tant dans les écoles, cégep, bibliothèques municipales et universités. Madame Binet, justement, donc, les 3 défis contemporains, c'est pas mal le livre dans lequel on va faire le tour de ce qui se passe. Justement, on parle d'environnement. L'environnement, c'est quelque chose qui nous interpelle. Voilà environ 1 semaine et demie, 2 semaines, on a vu une tornade qui avait frappé la ville d'Ottawa, entre autres. Fait que ça, c'est un enjeu environnemental. Est-ce que vous pensez que, je pense au président américain, est-ce que vous pensez qu'il ne comprend pas certaines choses à l'environnement? Parce que pour lui et dans son gouvernement, il y a beaucoup de climato-sceptiques. Vous dites, vous qui êtes une spécialiste, vous dites quoi à ça? Bien, c'est certain que je crois qu'il y a toujours un pourcentage de gens, même des scientifiques, mais ils sont très peu maintenant, qui sont climato-sceptiques. Cependant, en général, la communauté scientifique maintenant s'accorde à dire qu'il y a des changements climatiques. Depuis 1889, où est-ce que les températures sont répertoriées et toujours prises de façon systématique, dirais-je. Et la NASA elle-même conclut qu'il y a une hausse des températures qui varie entre, maintenant c'est 1 degré centigrade à travers la planète. Alors, il y a une corrélation qu'on peut faire aussi avec la venue de l'ère industrielle et l'emploi des combustibles fossiles, autant au niveau industriel que pour les transports, que pour l'industrie. Alors, je crois que c'est les densités de CO2, de dioxyde de carbone et de méthane, particulièrement les 2 gaz, les deux principaux gaz à effet de serre. Maintenant, au niveau scientifique, la majorité des scientifiques reconnaissent que c'est cela qui occasionnerait cet effet de perturbation climatique que nous connaissons aujourd'hui. Donnons, juste avant de poursuivre davantage, donnons un petit extrait de votre background, Madame Binet. Vous êtes chimiste de formation, vous êtes docteur, vous avez un doctorat en chimie, vous êtes membre de l'Ordre des chimistes du Québec, vous êtes docteur aussi en sciences de l'éducation, donc une formation, une maîtrise en sciences appliquées à Polytechnique.
Madame Binette, vous êtes toute une scientifique. Ah oui, puis disons que j'ai travaillé principalement dans l'enseignement, à l'éducation des adultes. J'étais professeure de sciences, mathématiques, mais j'ai aussi, parallèlement à cela, souvent travaillé à des contrats au ministère de l'Environnement du Québec, à Santé Canada, et j'ai étudié toute ma vie. J'ai même terminé une maîtrise en santé environnementale, dont mon travail dirigé était justement concernait la pollution de l'air à l'échelle mondiale. Alors, je crois que j'ai pu faire bénéficier beaucoup d'étudiants de mes connaissances aussi, puis j'ai eu beaucoup d'agréments aussi dans le domaine de l'enseignement. Justement, Madame Binette, on parle d'environnement. On vient d'avoir un nouveau gouvernement au Québec. Que devrait être la priorité du premier ministre Legault par rapport à l'environnement? Parce qu'on a constaté pendant la campagne électorale, il n'était pas beaucoup question d'environnement. Et par contre, l'environnement, c'est un enjeu majeur et réel dans notre société. Vous, comme scientifique, vous, comme personne qui analysez les enjeux environnementaux, si vous avez une ou plusieurs suggestions ou directions à donner au Premier ministre, ça aurait été quoi? C'est certain qu'il faut d'abord informer les gens, bien les éduquer concernant ces sujets-là. C'est l'objet de mon livre. Mais nous, comme Québécois, nous avons notre part à faire au niveau de l'amélioration de l'environnement. Si tout le monde dit c'est un problème mondial, je ne fais pas ma part, mais il faut aussi considérer que le problème est surtout mondial, c'est-à-dire que seulement le Québec ne peut pas tout faire. Oui, on fait notre part. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire notre part. Mais le Canada, ce n'est pas un grand émetteur de gaz à effet de serre comparativement, par exemple, à la Chine et aux États-Unis. Donc, il faut considérer aussi que, oui, je ne dis pas de ne pas faire notre part. Puis, on est chanceux au Québec. Hein? Disons qu'on a une source d'énergie, l'hydroélectricité, qui est tellement abondante ici comparativement à d'autres pays qui sont obligés d'avoir affaire à d'autres sources d'énergie parce que vous savez, le droit à l'énergie, c'est un droit. Imaginez, par exemple, dans un pays plutôt nordique comme le nôtre, des gens crevant de froid parce qu'ils n'ont pas de possibilité de se chauffer leur maison. Alors oui, il faut trouver des moyens de produire de l'énergie, des nouvelles sources d'énergie. Et nous avons l'hydroélectricité. Parce que, vous savez, il y a toujours les énergies renouvelables, comme par exemple l'hydroélectricité, l'éolienne, le solaire. Mais ces énergies-là, à travers le monde, c'est à peu près 20 une utilisation de 20 pour produire l'électricité ou encore fournir les transports, l'industrie, le résidentiel et tout. Alors, il y a encore de la recherche à faire. Puis, vous savez qu'au niveau mondial, le charbon, là, qui est très polluant, ça consiste encore à 40 de la façon de produire l'énergie. En Chine, ils ont des centrales thermiques, mais au charbon. Ils produisent leur électricité principalement avec un combustible fossile qui est le charbon pour alimenter la centrale thermique. Alors, c'est tout un défi au plan mondial. Mais vous savez, puisque Vladimir, vous vous intéressez beaucoup à l'aspect économique, n'oublions pas une chose, c'est que le patrimoine que la nature a fait, c'est-à-dire les combustibles fossiles, le pétrole, le mazout, le charbon, ce sont des réserves mondiales, c'est un patrimoine. Il y a deux théories, là. Il y en a qui prennent la théorie qui disent que oui, il y a eu un météorite, puis tous ces produits carbonés-là seraient dus à des fossiles qui, en anaérobie, en l'absence d'oxygène, auraient créé ces réserves de combustibles fossiles-là. Puis il y a une autre théorie, la théorie abiotique, qui dit que peut-être que ces molécules hydrocarbonées-là existaient déjà et ont fait en sorte que ça a pu constituer dans la croûte terrestre, ça serait formé au fil du temps
avec l'évolution de la croûte terrestre au fil des épisodes géologiques. Alors, mais il ne faut pas penser que ces réserves-là sont inépuisables non plus. Nonobstant les questions d'effets de serre et tout, on sait que ces combustibles fossiles-là, lorsqu'il y a combustion, produisent du dioxyde de carbone, d'autres types de gaz, comme des fois surtout avec les essences, les oxydes d'azote. Il y a du dioxyde de soufre, parce qu'il y a toujours du soufre dans les produits pétroliers, excusez-moi. Alors... puis qu'il y a aussi un effet sur la couche d'ozone qui rétrécit notre couche d'ozone. Ça, c'est plus les chlorofluorocarbones qui étaient dans les produits, des fois, en réfrigération, ou des choses comme ça. Mais il y a l'ozone qui est formé au ras le sol aussi. Il y a des réactions là, de formation d'ozone dues souvent à des réactions radicalaires qu'on appelle en chimie, qui sont dues finalement aux oxydes d'azote qui émanent de nos véhicules de transport et avec les rayons du soleil, puis la chaleur qui est emmagasinée due à l'effet de serre, crée toute cette question d'ozone au ras le sol. Alors, concernant l'économie, si on revient à l'économie, ces ressources-là ne sont pas inépuisables. Donc, l'industrie, éventuellement, pas seulement pour régler la question d'effet de serre, mais aussi pour trouver d'autres sources d'énergie pour les générations futures, il va falloir que la recherche se poursuive pour rendre les énergies vertes plus performantes, plus abondantes, plus abordables aussi au plan économique. Madame Binette, si vous permettez, nous allons marquer notre première pause et on vous revient après la pause pour toujours venir parler d'économie avec notre invitée, Madame Linda Binette. Ici Whitman Sanelius. Je vous invite à nous regarder. Nous sommes en direct 24 heures sur 24. Nous sommes une chaîne de télévision téléculturelle Montréal Network diffusée à travers le monde via Roku Box sur tous les téléphones portables chez vous. Donc, c'est ça, Madame Binette, avant la pause, on parlait de toute cette théorie que vous nous aviez énoncée. Donnez-nous un petit peu davantage sur ces concepts-là. Vous voulez dire le lien entre l'environnement et l'économie? Le lien entre l'environnement et l'économie, et entre autres aussi les différents types de gaz que vous parliez. Vous avez parlé du dioxyde de carbone et tout et tout. En tout cas, dans votre jargon scientifique, là, mais mettez ça de façon plus simple pour que les téléspectateurs et auditeurs qui nous écoutent puissent mieux comprendre de quoi il en ressort. Oui. Bien, juste pour revenir à ces gaz-là à effet de serre, dont les principaux, comme j'ai dit, étaient le dioxyde de carbone et le méthane. Il y a aussi les oxydes d'azote, et l'ozone formé au ras le sol. Disons que ces gaz-là sont issus d'une combustion. Par exemple, tous les produits fossiles, là, pétrole, charbon, mazout, ce sont des molécules formées à base de carbone-hydrogène essentiellement. Lorsqu'une combustion, ça la forme du dioxyde de carbone, de l'énergie et de l'eau. Donc, quand il y a trop de combustion, parce que le dioxyde de carbone, c'est le gaz que nous... c'est pas un gaz vraiment toxique parce que c'est le gaz que nous expirons. À l'expiration. À l'expiration. Mais lorsqu'il y en a trop, c'est un gaz quand même plus dense que l'air. Et c'est cela qui cause cette espèce de serre autour de la Terre, là, qui empêche finalement la réflexion des rayons du soleil. Autant les ultraviolets que les infrarouges. Donc, les rayons du soleil dus à la chaleur, les infrarouges, puis aussi les ultraviolets, restent emmagasinés au niveau au lieu d'être réfléchis complètement, ils restent emmagasinés. Comme dans une serre, comme le ferait une serre. Là, vous allez acheter des légumes dans une serre. Alors, ce qui est dommage, c'est que ces combustions-là donnent aussi ce la communauté scientifique s'intéresse beaucoup aux microparticules en suspension dans l'air. Ce sont des très fines particules, plus petites que 2,5 microns, et même peuvent varier entre 2,5 et 10 microns, et même il y en a encore des plus petites de l'ordre de 1 micron.
Ces particules-là sont très dangereuses. Elles sont constituées de quoi? Bien, souvent, ce sont des petites particules solides dues à du carbone, finalement, des produits de carbone. Comme j'ai dit, les produits pétroliers, c'est à base de carbone. Donc, les procédés qui utilisent la combustion, ça forme de la suie, hein, du carbone. Il y a certains métaux là-dedans. Parfois, dans les essences et tout, il y a des métaux. Hein. Maintenant, c'est défendu, l'essence au plomb au Canada. Mais dans certains pays, les législations ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre tout le temps. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a des fois des phénomènes, nous autres, en physico-chimie, on dit que c'est des phénomènes d'adsorption de métaux sur des particules, par exemple, de carbone ou encore de l'agglomération de certaines particules qui sont des fois accentuées par la chaleur. C'est pour ça que l'effet de serre, le fait que c'est chaud à cause les températures au niveau du globe peuvent augmenter. Alors, il peut y avoir certaines réactions chimiques même qui peuvent être favorisées. Par exemple, des réactions qui auraient tendance à former de l'ozone au niveau du sol. Alors, l'ozone, c'est un gaz. C'est très bon qu'il y en ait dans la haute stratosphère. Elle nous protège contre les rayons du soleil. Okay. Mais au ras le sol, c'est un gaz très oxydant. Alors, ça cause quoi? De l'irritation des bronches, de l'asthme, toute cette pollution de l'air-là, due aux microparticules, due aux gaz irritants, ça cause des problèmes de pollution et des problèmes de maladies respiratoires. Exactement. Donc, le lien qui a été fait entre les maladies respiratoires et la pollution, ça date de quand à peu près? À peu près de l'ère industrielle. Il y a eu le grand smog de Londres en 1952. Ça ne date pas d'hier, mais quand même, c'était parce qu'à Londres, il y a toujours du brouillard. Mais là, comment se fait-il qu'après le 2 décembre 1952, il y a eu un grand épisode de gens où est-ce que ces gens-là allaient consulter les services médicaux parce qu'ils avaient des problèmes respiratoires et tout. Alors là, la communauté scientifique, 4 ans après, il y a eu le Conseil britannique qui a commencé à dire on va essayer de limiter les dégâts dus au chauffage à charbon. Parce que ce qui est arrivé, il y a eu un anticyclone. Et puis ça a fait comme une inversion thermique sur la ville de Londres. Et l'air froid était comme plus au ras le sol, contrairement aux habitudes que dans la haute, plus on monte en atmosphère, plus l'air se refroidit. Là, l'air froid était comme... Là, les gens avaient froid, donc ils se chauffaient. C'était le chauffage au charbon à l'époque, dans la ville de Londres, combiné avec les industries qui polluaient, avec leurs procédés qui, justement, c'était du charbon. Et combiné aussi avec les moyens de transport, souvent les trains, les locomotives, c'est à charbon et tout. Alors, à un moment donné, là, même là, c'était défendu de circuler à Londres parce que la visibilité n'était même pas adéquate pour circuler. Alors, imaginez, là, les gens, il y a eu au-dessus de 12 000 décès dus à des maladies, de l'asthme, des bronchites. Alors là, on a commencé à se questionner, est-ce qu'il y a un lien entre la pollution de l'air et les maladies respiratoires et la santé? Alors, c'est tout cela qui, au fil des ans, oui, maintenant, avec les problèmes comme en Chine, il y a du smog à peu près dans toutes les grandes villes dans le monde maintenant. Même ici, à Montréal, il y en a du smog, là. C'est surtout dû, nous, au transport. Et on a vu avec les poêles à bois, là, maintenant, il y a même une nouvelle législation concernant les poêles à bois qui ne sont pas conformes. Mais dans certains pays, là, comme je l'ai dit, il y a la question de la pollution due à ce qu'on brûle beaucoup de charbon encore aujourd'hui, en 2018, même si la Chine a fait beaucoup d'efforts maintenant pour essayer de trouver d'autres modalités pour fournir de l'énergie à tout ce monde-là. Alors, c'est des enjeux qui sont internationaux. Nous, comme Québécois, oui, il faut s'impliquer. On le sait, on l'a vu avec les poêles à bois dans la région de Montréal, on le voit avec le transport en commun, on veut améliorer le transport en commun, on veut faire beaucoup de choses que la mairesse de Montréal voulait faire encore. Mais moi, je dis toujours, il faut aussi avoir un discours, je dirais, avec souplesse.
Voyez-vous, dire à tout le monde dans une ville, par exemple, déplacez-vous à bicyclette, ce n'est pas possible. Oui, les plus jeunes, diminuer l'emploi de l'automobile, ça c'est excellent. Mais on ne peut pas exiger une personne d'un certain âge, qui a un handicap physique léger ou une limitation, d'arriver et de s'en aller à bicyclette. Alors, c'est tout ça, il ne faut pas non plus culpabiliser juste les Québécois dans cette chose-là. Là. Il faut voir que le problème est mondial. Nous, comme on n'est pas ailleurs, on est ici. On a notre part à faire. Mais il faut réaliser que le problème aussi là, est mondial. Alors, si on veut en venir à ne pas dépasser le 2 degrés là, qui est jugé limite par certains climatologues et tout, nécessairement, il va falloir que tout le monde y mette du sien, que les lois soient internationales, parce que je parlais de pollution de l'air tantôt. Nous, les indices de qualité de l'air dans la région de Montréal, on essaie de tendre vers les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Il en est de même de l'Union européenne, il en est de même de l'EPA aux États-Unis. Mais il y a certains pays, là, plus dans le sud, ou les continents, des fois certains pays d'Afrique, de la Chine, là, ils ont des normes, mais en tout cas pour les matières particulières en suspension, le règlement traînait à se mettre de l'avant. Alors, qu'est-ce que vous voulez? C'est que là, il va falloir, quand un pays a une norme est tellement peu sévère que c'est comme si elle n'en avait pas. Alors, puis dans ces pays-là, souvent, les essences ne sont pas contrôlées comme ici au Canada. Les véhicules automobiles sont plutôt vétustes. Il n'y a pas de catalyseur catalytique, de pot catalytique, dis-je, pour essayer de diminuer la pollution. Alors, c'est ça. Le problème, il faudrait qu'il y ait un consensus à plusieurs niveaux et au niveau international. Mais au plan économique, pour venir à votre intérêt, c'est que, regardez comment ça peut coûter ça, juste ici, là, dans la région du Québec. Les inondations qu'il y a eu l'année passée. Hein? Il y a des feux de forêt en Colombie-Britannique. Il y a les sécheresses, des fois, qui peuvent endommager certaines récoltes. Là, il y a eu l'ouragan. Là, les climatologues ne sont pas certains si la tornade est due au changement climatique. Il n'y a pas assez de données, d'études longitudinales. Non. Tout le monde s'entend quand même qu'il y a toujours eu des effets perturbateurs dans le climat. Mais maintenant, les climatologues le disent, ces effets-là sont plus fréquents et ensuite de cela, ils sont plus intenses. Alors, on ne peut pas se mettre le nez dans le sable, comme on dit, là. Il faut voir la réalité en face. Et il y a les coûts pour venir dans ces... il y a les gens qui ont des grandes industries pétrolières et tout, là, les lobbies du pétrole, oui, mais il faut considérer que ces ressources-là, à long terme, ne sont pas inépuisables. Et il va falloir, à un moment donné, trouver d'autres. Il faudrait que ces gens-là investissent davantage en recherche pour trouver d'autres modalités de production d'énergie et qu'elles soient plus performantes et abordables économiquement, continuer dans cette voie-là. Et puis, nous, on peut, étant donné que dans la région de Montréal, il y a beaucoup les transports aussi, améliorer les transports en commun pour que ce soit agréable d'y prendre et puis que ce soit fiable aussi, là, et puis que ce soit, tu sais, comme des ascenseurs plus dans les métros pour ceux qui ont plus de difficultés à monter et descendre les escaliers. Ça peut être... Il y a une amélioration à faire. Mais comme citoyen, il y a toujours du convoiturage qu'on peut faire avec un collègue de travail et tout. C'est possible de réduire nos mentalités, nos habitudes de vie, là, sans nécessairement rentrer là, dans des positions trop extrémistes non plus. Mais la recherche doit se continuer au niveau des technologies, parce que ça, à un moment donné, économiquement parlant, il va falloir y arriver. Comme j'ai dit, c'est très coûteux, là, tous ces événements-là, là, pour réparer les pots cassés, comme on dit. Et puis, au niveau de la santé, c'est pas souvent dit, mais je l'ai dit qu'il y a un lien entre la pollution, les épisodes de smog et les changements climatiques et la façon de produire l'énergie.
Maintenant, même la santé publique, ceux qui s'occupent de la santé publique, il y a une incidence beaucoup due au taux d'humidité. Notre climat, qui était autrefois tempéré, tend de plus en plus à devenir un climat de type tropical à certaines périodes, avec des taux d'humidité très élevés. Alors ça peut créer encore de l'asthme. Alors là, on n'a pas fait une étude sur les consultations médicales dans ce domaine-là, dû à des problèmes respiratoires ou cardiaques, parce qu'il y a même le docteur Reeves là, qui voit des liens aussi, même avec la santé cardiaque. Alors, c'est des coûts au niveau de la santé, ça. Hein? La prévention devrait avoir bien meilleure mise là, dans l'enjeu. Et puis, j'écoutais hier ou avant-hier l'incidence du virus du Nil qui est plus fréquent ici. Bien, c'est reconnu. Là, il y avait un professeur en santé publique, je crois, le docteur Villeneuve. J'ai assisté à sa communication en 2016. Lui, il va dans les pays tropicaux, en Afrique et tout. Puis, certaines maladies qui étaient autrefois presque disparues, la malaria, le paludisme, maintenant, avec les taux d'humidité qui augmentent même dans ces pays-là, bien, il y a certains insectes qui ont tendance à croître ou à proliférer plus. Et puis, ils peuvent créer comme des genres de zoonoses, des maladies qui sont transmises des animaux à l'homme ou même des animaux à d'autres animaux. Les troupeaux, tout ça, de ces populations-là, parce qu'eux autres, ils se nourrissent des fois de leurs troupeaux. Alors, ça peut créer des problèmes de sous-alimentation aussi, mais il y a certaines maladies qui peuvent ressurgir, qui étaient autrefois assez bien contrôlées, mais à cause de ces taux d'humidité-là, ces insectes qui peuvent transmettre certaines pathologies, il peut y avoir ce problème-là. Fait qu'il y a les coûts au niveau de la santé publique aussi. Donc, coûts au niveau de réparation dû au changement climatique, des gens qui perdent leur habitation, qui perdent leur récolte, qui perdent, etc., etc. Coût au niveau de la santé publique dû à des problèmes de santé. Il y a une étude du docteur Salva, justement, Francisco Salva. Attendez, je crois que j'ai bien le nom. Francesco Sava. Lui, il disait que, justement, il a fait des études avec les diesels, puis certains allergènes comme l'herbe à poux, l'ambroisie. Okay. Puis il a vu que c'était comme accentué lorsqu'on mettait ensemble les diesels avec l'herbe à poux, que les gens qui faisaient des allergies en faisaient encore de façon plus intense. Et il y avait aussi la possibilité que des gens ne souffrant pas d'allergie en développaient. Alors, c'est tout ça, là. Donc, 3 défis contemporains, production et sources d'énergie, les changements climatiques, la pollution de l'air à l'échelle mondiale de Madame Linda Binet. Nous allons marquer l'autre pause publicitaire et par la suite, on va revenir pour la fin et on va demander à Madame Binet si on veut avoir plus de détails, si on veut lire le livre, où et comment qu'on pourrait le... Guerre vers l'indépendance pour vous plonger dans l'imaginaire haïtien et revivre la route qui a conduit les Haïtiens à l'indépendance. C'est l'histoire d'une île bien paisible, située dans les Grandes Antilles, appelée autrefois Haïti Hispaniola, découverte par Christophe Colomb en 1492. Les chefs dans le nord se faisaient connaître. François Macandal, Cola Jambe Coupé, Norel, Polydore, Télémaque, Isaac et Pyrrhus Gandhi. Nous sommes en 1748. Macandal, le plus grand marron, vaudoisant, prépare les contre-attaques. Macandal et ses bandes terrorisèrent la colonie et empoisonnant tout sur ses passages. Macandal profitait de l'obscurité pour poursuivre lentement son plan. Basé sur le déchaînement du plus terrible fléau qu'ait connu Saint-Domingue, le poison. Bon Dieu qui fait soleil, qui éclaire nous en haut, qui soulève la mer, qui fait gronder l'orage. Bon Dieu l'azote d'andé, cache nos nuages et là il garde nous. Lui ouais tout sable en fait.
Bon Dieu blanc des crimes et pas nous voulons bien faire. Bon Dieu là qui si bon, ordonnez-nous vengeance. Mettez tête nous ensemble, frère mio, pour nous goumer pour même cause. Le vent de la liberté souffle à Saint-Domingue. La France commence à s'inquiéter. Le dynamite touche à l'ouverture. Et le plus rusé. Et certainement le plus dangereux de la bande. Il faut trouver un moyen de l'arrêter le plus vite possible. L'île Saint-Domingue, c'est pour nous lier. Yon pied blanc français pas qui doit péter encore. Pour le venir faire tourner esclave. Réalisé par Hilaire Absalon. Guerre vers l'indépendance, bientôt disponible aux archives de l'histoire. Pour toute information, appelez le réalisateur au 514-227-0891, réalisé par Hilaire Absalon. De retour avec le livre de Madame Linda Binet, Les 3 défis contemporains. Madame Binet, pour conclure, parce que l'émission, ça arrive, ça passe vraiment vite, si les gens souhaiteraient lire votre livre, s'informer davantage sur l'environnement, parce qu'on constate que les jeunes de nos jours, c'est un sujet qui les passionne, qui les intéresse, l'environnement. Parce que justement, tantôt, en parlant, vous avez fait un lien avec la pollution, le système de santé. C'est parce qu'à un moment donné, là, ça va être nous qui allons subir, entre guillemets, les marasmes de l'environnement si rien n'est fait. Donc, pour au moins avoir une idée claire, pour au moins aller chercher votre livre, où est-ce qu'on peut trouver ce livre-là, Madame Binet? Bien, mon livre est disponible sur Amazon. Je l'ai mis dernièrement en ligne sur Amazon. Je suis très heureuse de vous en faire part parce que faut être fier de ce qui se fait ici au Québec aussi comme publication. Il n'y a pas beaucoup de gens qui publient ici au Québec dans ces domaines-là. Et j'ai pris la peine de l'éditer moi-même et comme j'ai dit, il est reconnu au plan international maintenant dans la francophonie internationale. Et je suis très contente de le partager ici au Québec. Alors, il y a Amazon, il y a Bouquinbec, qui est une librairie en ligne, ainsi que certaines librairies qui peuvent vous le procurer, comme la librairie Monet, les librairies Renaud-Bré, sur la rue, la librairie Fleury sur Henri Bourassa, près de Christophe Colomb, la librairie de l'École polytechnique, de l'Université de Montréal, pour les gens de Québec, la librairie de l'Université Laval, la librairie Pantoute à Québec. Puis déjà, il circule dans plusieurs cégeps, mon livre, et puis même dans certaines facultés à l'Université de Montréal, à l'Université Laval. Il est dans certaines bibliothèques municipales aussi. Puis alors, si votre bibliothèque municipale ne l'a pas, vous pouvez aussi le demander qu'il l'achète. Mais aussi, si vous voulez avoir un bon livre dans votre bibliothèque, allez sur Amazon ou vous pouvez l'avoir en ligne, ceux qui aiment lire en ligne, ou encore en format papier, dans ces librairies-là, Monet, Renaud-Bré, Fleury, etc., ou les bibliothèques aussi, comme j'ai dit, de l'Université de Montréal, de l'Université Laval, Polytechnique. Alors, il y a moyen de se le procurer. Moi, puis aussi, j'aimerais que vous le lisiez parce que j'ai mis beaucoup de cœur à l'écrire. J'ai toujours pensé, mon but premier, c'était de bien informer la population. Parce que toutes sortes de discours qui sont un peu véhiculés comme ça. Alors, quand on a une bonne information qui est neutre et puis qui est scientifiquement valide, puis qui tient compte aussi des aspects sociaux, environnementaux, de la santé, qui fait une approche systémique de toutes ces dimensions-là, parce que c'est un problème systémique qui doit tenir compte justement des différentes, de l'économie, le social, la santé, avoir un bon équilibre dans tout ça. L'équilibre, voilà. Puis dans le discours aussi, on doit faire quelque chose, on doit agir, mais aussi toujours de façon modérée, en pensant à l'environnement. En pensant à l'environnement, puis avec une approche souple, comme j'ai dit. En tenant son bout, mais en étant souple. Juste à Montréal, si vous réduisez le nombre d'automobiles, c'est déjà un grand pas.
Mais d'exiger à tout le monde de la bicyclette, je ne crois pas que c'est approprié. Alors, Madame C'est Binette, juste un exemple comme ça de la souplesse. Madame Linda Binette, merci beaucoup. Les 3 défis contemporains, production et sources d'énergie, les changements climatiques, la pollution de l'air à l'échelle mondiale. De Linda Binette, chimiste, scientifique, docteur en chimie et en sciences de l'éducation. Madame Binette, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci, et Vladimir. j'espère vous revoir éventuellement à l'émission Point A. J'espère bien. Merci beaucoup. Nous avons eu avec nous Mme Linda Binette qui nous parle d'environnement, où est-ce que l'environnement, c'est quelque chose d'important. Il ne faut pas éloigner l'environnement de l'économie, mais au moins les rapprocher, mais tout en pensant aussi pour agir avec cœur. Ne pas trop exiger des choses. Oui, c'est vrai, il faut réduire la production de l'air. Mais tout le monde, comme Mme Binette l'a dit, ne peut pas circuler à bicyclette. Au moins, trouver les stratégies, les choses qui vont équilibrer l'environnement et l'économie. Alors, c'était Point A avec Vladimir. Et merci encore, Mme Binette. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et comme je ne cesse de le répéter, de le marteler, Point A à Téléculturel Média est là pour vous informer, aller chercher les informations pour vous en invitant les spécialistes, les gens qui s'y connaissent dans la matière. Bientôt, nous recevons quelqu'un. Je ne vais pas vous dire c'est qui tout de suite. On est en pour parler. Mais la semaine prochaine, soyez des nôtres parce que nous aurons une entrevue très, très intéressante. Alors, Point A pour vous à Téléculturel Média pour vous informer, pour vous donner la bonne information, l'information claire, limpide, telle qu'elle se doit. Je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez surtout pas les 3 défis contemporains de Linda Binette. Et moi, je vous dis, soyez des nôtres la semaine prochaine. Chapeau. Merci. Ici Ruthman Sanelius. Je vous invite à nous regarder. Nous sommes en direct 24 heures sur 24. Nous sommes une chaîne de télévision téléculturelle Montréal Network diffusée à travers le monde via Wokubox sur tous les téléphones portables, chez vous, pour vous.